Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Balafon Télévision. Au menu du grand plateau ce soir, drame de Mabanda, l'équation de la réparation des torts. D'une année à l'autre, le nombre d'accidents ne cesse d'augmenter. Il en est de même du nombre de personnes qui perdent la vie. Les mesures tendant à réglementer les indemnisations des victimes d'accidents de la circulation n'ont pas, de manière générale, dépassé le stade des textes. Pourtant, à chaque accident, ce sont des vies qui sont emportées, du matériel détruit, des dégâts corporels subis, sans compter des impacts psychologiques. Il est pourtant établi qu'un accident de circulation n'est jamais le fait du hasard, mais plus souvent la conséquence de plusieurs erreurs cumulées de différents auteurs. Sauf que dans le feu de l'action, l'effet d'annonce emporte toujours sur la recherche des responsabilités. Les rares enquêtes ouvertes peinent souvent à livrer les résultats, laissant dans la plupart des cas les victimes abandonnées à elles-mêmes. Dans le cas récent de l'accident de Mabanda, où un conteneur est tombé de sa remorque, causant 4 morts, qui est responsable de quoi? Si les victimes voulaient demander réparation, à qui s'adresseraient-elles pour demander quoi? Toutes ces questions et bien d'autres seront au centre du grand plateau en deuxième partie avec notre invité, Senior Barista Achou Emmanuel, avocat au barreau du Cameroun et homme politique. Pour l'heure, place au journal. Merci de nous recevoir chez vous. À Yaoundé, une jeune femme de 22 ans a avoué avoir poignardé mortellement une fillette de 10 ans sur ordre d'un pasteur. Le drame s'est produit hier au quartier Anguissa. Selon des témoignages, la jeune fille s'est introduite chez la victime avant de lui porter 3 coups de couteau à la tête. Arrêtée, la suspecte a déclaré aux forces de l'ordre qu'un prophète d'une église dite de Réveil lui avait promis la richesse en échange de ce sacrifice humain. Le prophète est actuellement recherché alors que la suspecte est en garde à vue. Et au lendemain du meurtre de la petite Sylvana, l'émotion reste vive et les interrogations se multiplient. Ce matin, le grand-père de la victime, chef de famille, visiblement encore sous le choc, s'est rendu sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation. Dans le voisinage, la peur s'est installée. Plusieurs riverains disent ne plus se sentir en sécurité et redoutent désormais pour leurs enfants. Sébastien Oyébé et Julien Bapungue se sont rendus ce matin au quartier Anguissa. Reportage. Au lendemain du drame qui a coûté la vie à une fillette au quartier Anguissa à Yaoundé, la stupeur reste entière. Devant la concession où les faits se sont produits, voisins et proches peinent encore à trouver les mots. Hier, c'est autour de 7 heures que les infirmières de garde m'ont appelé qu'il y avait un problème à côté. C'est un enfant qu'on avait toujours l'habitude de soigner. Je l'ai même vu il y a de cela 3 jours. Je écoute, tu coupes comme ça un enfant. Qu'est-ce qu'elle a un problème avec cet enfant? Elle a quoi avec cet enfant? Et franchement, vous avez des guiselets. Moi, de mon côté, moi, je me pose beaucoup de questions. Ce matin, le grand-père de la victime, également chef de famille, s'est rendu sur les lieux. Très éprouvé, il a préféré garder le silence face aux caméras. Dans le voisinage, la douleur laisse désormais place à l'inquiétude. Plusieurs habitants disent avoir perdu leur sentiment de sécurité et affirment redoubler de vigilance envers leurs enfants. Depuis un certain temps, quand les mène n'est pas là, je les mène en voiture, je pars avec eux, je pars au boulot, je rentre avec eux, je ne m'amuse pas mes enfants. Bon, en bref, on ne sait pas quand quelque chose va t'arriver. On ne peut pas dire le jour, parce que ce monsieur nous a fait comprendre qu'il est parti le matin, il est venu déposer, après, il est laissé, il est parti faire son petit job dehors, il arrive, il y a drame. Vous voyez, on ne pouvait pas quelque chose, ça peut t'arriver comme ça. Tu dis que non, je suis en sécurité, mais après, une fois que c'est serré comme ça, là, bim, ça te prend. Selon les témoignages recueillis sur place, la principale suspecte, âgée de 22 ans, était connue dans la concession où elle venait occasionnellement percevoir des loyers pour le compte de son père, victime d'AVC. Des proches affirment avoir remarqué, depuis quelque temps, un changement de comportement qu'ils jugent préoccupant. Placée en garde à vue,
La jeune femme affirme avoir agi sur les instructions des responsables religieux. Une version que les enquêteurs s'emploient à vérifier, alors que les investigations se poursuivent pour établir les circonstances exactes de ce crime. Un acte horrible qui ne cesse de choquer les populations. À Bafoussam, plusieurs habitants estiment que ce drame relance le débat sur l'encadrement des églises dites de réveil et dénoncent ce qu'ils considèrent comme un manque de contrôle des pouvoirs publics. Ils se sont confiés au micro de Joël Ferdinand Ewane. Les démons. Les dédicaces de l'église, c'est les démons qui peuvent faire ça. Entre quête de miracles, réponse à la précarité et enjeux de régulation, la prolifération des églises dites de réveil alimente un débat contrasté à Bafoussam. Pour certains habitants, leur multiplication et les débordements observés traduisent la dureté des conditions de vie. L'onction, c'est quoi? C'est difficile à expliquer. Vous-même, vous voyez, je crois que c'est la pauvreté. Ils cherchent de l'argent. Maintenant, la population cherche la guérison, ils cherchent la paix. Même aussi toujours la pauvreté. Parce que d'autres pas disant que dans on va me bénir, je vais trouver l'emploi, on va me bénir, j'aurai beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est notre société en fait. D'autres y voient plutôt un signe annonciateur de la fin des temps. Bon, ça marque aussi la fin de ces derniers temps, selon la Bible. Parce que Jésus avait bien prophétisé que dans les derniers jours, il y aura, n'est-ce pas, la multiplicité de ces religions-là. Et que ce n'est pas parce que les gens viendront dire que voici le Christ, voici qu'il faut s'y engager. Il faut bien regarder, savoir est-ce que ce qu'ils disent provient vraiment de la Bible. Face à cette situation, des voix appellent à la fermeture de certains de ces lieux de culte, estimant qu'il s'agit d'une piste de solution. Ce qui doit être fait, c'est d'abord de fermer ces églises. Autorisation ou sans autorisation, on les bloque, on les ferme d'abord tous. Et après maintenant, chacun canalise sa famille. Chaque parent doit canaliser sa famille. Parce que la majorité, ce sont nos parents qui portent les enfants pour amener dans les églises. Entre critiques et adhésion, le phénomène divise l'opinion. Entre espace de réconfort pour les uns et source de tension sociale pour les autres. Le débat sur leur rôle dans la cohésion sociale reste ouvert. Et à Douala, l'implantation croissante de ces églises de réveil est interprétée par certains comme une manœuvre contre un peuple éprouvé, souvent dépourvu d'autorisation et de qualifications théologiques attestées. Ces pasteurs ou prophètes installés dans les quartiers véhiculent des doctrines qui, au lieu de conduire vers le salut éternel, contribueraient à fragiliser les âmes pour en faciliter l'exploitation. Élément de témoignage recueilli par Marinette Gimfak. J'ai un camarade qui a divorcé de sa femme parce qu'un soi-disant pasteur lui a dit qu'il était dans la secte et tout non. L'église de réveil est devenue une source de manipulation pour ces personnes-là qui se servent des êtres innocents pour se faire de l'argent. Il y a un business. Tu vois un homme de l'église en route, en plein carrefour, en train de crier, en train de gronder. Mais on ne dira jamais trouble à l'ordre public. Mais un simple opposant se met peut-être à distribuer ne serait-ce que les flyers. On attrape trouble à l'ordre public. Vous voyez, donc ça veut dire que ça fait l'affaire du gouvernement. Je ne suis pas partisan de ces églises de réveil, mais beaucoup aussi trouvent le compte là-bas. Donc chacun sait comment il gère sa vie en fait. Something should be done by the government. These born-again churches should be watched closely and they should be controlled because it is becoming something else in this country, honestly. Ils sont riches, mais quand le malheureux fidèle lui dit qu'il est malade, on l'envoie d'aller prier. Alors que le pasteur, il collecte l'argent et se soigne avec, mange bien avec sa femme, il sortait de gros posters. L'église en elle-même n'est pas mauvaise, mais je pense que de nos jours, nous avons ce qu'on appelle des bonbons pasteurs. Hier encore, j'ai été en contact avec l'une de mes anciennes nounous qui me dit, ma tantine, excuse-moi, je suis venue te voir pour te demander pardon. Parce que étant sous ton toit, je faisais la prostitution et j'ai volé. À moi de lui demander, mais est-ce que c'est à moi de te pardonner? Je crois que le pardon, on a un créateur divin à qui tu dois demander pardon. Elle me dit non, il faut que tu me pardonnes d'abord. Et si je refuse de te pardonner, elle me dit, ça veut dire que je vais vivre avec ce péché éternellement. Je lui demande donc, est-ce que tu sais ce que c'est que la miséricorde? En fait, notre pasteur nous a dit que quand on pêche, on doit demander pardon à la personne qu'on a offensée. Et si cette personne ne nous pardonne pas,
nous allons vivre éternellement avec ce péché. Le prophète, elle, est la réincarnation de Jésus-Christ sur terre. Puis il dit, ma petite sœur, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu travailles? Elle me dit, non, j'ai abandonné le travail parce que je veux servir Dieu à travers le prophète. Je pense que ces gens-là sont des praticiens. Ils pratiquent ces histoires avec des remèdes. Le quartier Cité-Berge à Bobongo est sous le choc après un violent incendie survenu dimanche soir. 3 enfants d'une même famille âgés de 4 à 7 ans, dont des jumeaux de 4 ans, ont perdu la vie dans les flammes. Selon les premiers éléments de l'enquête, leurs parents étaient absents au moment du sinistre. Les circonstances exactes de l'incendie restent à déterminer. Reportage de Jéré Sazangué et Fon-René Marquez. Inhabitants of Cité-Berge, Block 11 in Bobongo Dola 3 district, are in mourning following the tragic death of 3 children from the same family aged 4 to 7. According to neighbors, the fire broke out on Sunday evening. J'étais moi à un deuil quelque part. Je suis rentré à 22h quand même, j'ai vu le feu. Mais je n'ai pas pu venir parce qu'elle était avec mon mari. On se disait que peut-être ce sont les roues qu'on brûle souvent, mais ils ne savaient pas que c'était une maison. Je comprends comment les gens criaient. Moi, je croyais que c'est le bagarre. Je n'étais pas ici derrière. J'ai rien vu. J'ai sorti, j'ai vu les gens ici. Après, on dit que le feu, dit qu'on n'éteint pas le feu. Personne n'a répondu. C'est ça que ça s'est passé, ce que j'ai vu. All attempts by volunteers to extinguish the blaze were futile due to the intensity of the flames, a witness said. Le jour-là, les gens ont couru partout, mais ce n'était pas facile. Personne ne pouvait entrer. C'était en feu vraiment. Tu te mettais loin, tu voyais seulement le feu. Tu sens que même s'approcher, tu ne peux pas. Il y a un papa qui voulait même se brûler le jour-là ici. According to information gathered by the 14th Police District, the parents of the victims had gone out for their traditional Sunday meeting, leaving the children at home alone. Si tu pars, il faut amener tes enfants. Quand vous deux, vous sortez là, ce n'est pas bien. Il faut une personne pour encadrer les enfants. Il faut une personne, et si le père part, la mère doit rester. Ou bien vous cherchez même pour apprendre les enfants, donner chez les voisins et rester même avec les voisins, vous sortez. Avant de rentrer, récupérez-vous des enfants. Très important. Les enfants sont importants. On voit les 3 anges qui sont partis comme ça. Vraiment, je dis seulement mes condoléances à la famille. The victims include a set of 4-year-old twins and their 7-year-old elder sibling. The charred bodies of the children have been transported to their native village in Penka Michel, Manual Division, Chang, for burial, while an investigation has been opened. Tout autre chose, à présent, ce qui semblait être une maison ordinaire cachait en réalité une production de bière et vin contrefait. À Bafoussam, les éléments du groupement territorial de la gendarmerie ont démantelé une usine clandestine de production de boissons alcoolisées au quartier Toquet. Cette découverte, qui rappelle l'affaire de Tunga, survenue il y a quelques années, a été faite dans le cadre de l'opération Tentacule. Les employés en fuite sont activement recherchés. Frandurot à Sonken. Droit vers un domicile ordinaire, transformé en véritable usine de fortune. Il y a les bouteilles, c'est-à-dire les emballages de tout type de vin que vous pouvez imaginer. Les liqueurs, les vins, tout. C'est ici, dans le quartier Toquet, que l'activité battait son plein. Fabriquer, étiqueter et mettre en bouteille des whisky, bières et vins. En somme, du made in Toquet, destiné aux snacks et bars. Nous sommes tombés sur cette usine d'un autre genre qui consiste tout simplement à fabriquer divers types de boissons frélatées qui sont nocives et dangereuses pour la santé de nos populations. À l'intérieur de la pièce, des bouteilles de différentes marques, des étiquettes, des faux timbres fiscaux, des vignettes, des cachets, des factures et des emballages plastiques. Au fond de la cour, un puits servait à l'approvisionnement en eau utilisée dans la fabrication de ces boissons. Étant donné que c'est des boissons qui sont très prisées et très consommées. Vous avez vu diverses marques, que ce soit les marques de bière, que ce soit les marques de vin rouge, et parfois même de très grandes crus de vin et de liqueurs.
Nous sollicitons également, en félicitant nos populations, de continuer de nous donner le bon renseignement. Des cartons déjà conditionnés étaient prêts à être distribués. Au cours de l'opération Tentacule, les éléments du groupement territorial de la gendarmerie de Bafoussam ont inspecté l'ensemble des lieux. Le lieutenant-colonel Tanfis appelle les populations à renforcer leur collaboration avec les forces de l'ordre pour démanteler ces réseaux. Le propriétaire des lieux et ses employés en fuite sont activement recherchés. Drain obstrué, caniveau envahi par les ordures, construction anarchique. À Douala 4e, les causes des inondations sont bien connues. Face à ce phénomène qui perturbe chaque saison des pluies le quotidien des populations, les autorités locales et leurs partenaires, avec l'appui du PNUD, misent désormais sur la prévention et la sensibilisation aux bonnes pratiques. Le point avec Jessica Tenos-Maché. Quartier 105 à Bonabéry, les habitants pointent d'abord les constructions anarchiques. Elles obstruent les grands et aggravent les inondations à chaque pluie. Une situation qu'ils jugent devenue insupportable. The water is too much. And even the houses, water entering inside the houses. We are not even able to eat because of this water here. Mosquitoes, sickness, everything is here. You will see even dead animals everywhere because it has become so rampant. In short, we are tired of it. Même constat au quartier bilingue, où les rigoles encore existantes sont envahies par les déchets, favorisant les débordements lors des fortes précipitations. N'importe qui porte les ordures, ils jettent en brousse. Et dans les petits drains, dans les petits rigoles que vous voyez là. Et c'est là que quand il pleut, n'importe qui sort ces ordures, ils jettent dans l'eau et l'eau ne circule pas. Face à cette situation, les agents de la protection civile sensibilisent les populations à la préservation de l'environnement et au dégagement des voies d'écoulement des eaux. We hope that we can make positive changes by carefully disposing of waste at approved dump sites or carefully packing them up and waiting for someone to collect them where they will be carefully disposed, and also stop throwing our waste into the gutters, because once this is done, you block waterways. When it rains, water doesn't have anywhere to go to, it comes back to us. Mais la gestion des déchets ménagers reste un défi. Pour limiter l'obstruction des grains, la municipalité mise sur la collecte des ordures en porte-à-porte. Amener les populations à rester focus dans le sens de la gestion efficace des ordures, car sachant qu'il y aura du porte-à-porte, si les populations peuvent retenir leurs ordures à la maison, et il y aura un programme de sortie pour la collecte des ordures qui sera mis sur pied avec Genelka, et ils seront informés. À ce moment, ils pourront justement remettre leurs ordures à Genelka. Sensibilisation, collecte des déchets et entretien des ouvrages d'assainissement, la communauté de Douala 4e renforce ainsi sa stratégie de prévention pour réduire durablement les risques d'inondation. En politique, à quelques mois des municipales et législatives, le mouvement pour la renaissance du Cameroun se positionne. Réunis en assemblée générale de ces structures, les responsables du parti ont affiché de fortes ambitions électorales et appelé leurs militants à la mobilisation générale. Objectif annoncé, aborder les urnes en ordre de bataille sans attendre un éventuel calendrier officiel. Une rencontre politique suivie par Girès Azangué et Fondrené Marquez. The Cameroon Renaissance Movement CRM party in the Littoral region is stepping up its strategies and field operations to secure victory in next year's municipal and parliamentary elections. And I can assure you that the other party, our opponent, need to be very, very careful about what is going to happen, because we're going to win the future elections without giving anything to anyone. That's why we are working very hard for, and we are continuing to reinforce our capacities on the field. During the party's General Assembly of the structures held in Douala, members reviewed past activities and made projections for the future. Muhammadu Mota, first Vice National President of the CRM, called for nationwide mobilization. On remarque que l'État du Cameroun a décidé à travers le gouvernement actuel de repousser les élections
Je ne sais pas si c'est pour mettre sur pied des députés, des maires à vie, mais je pense qu'un temps s'arrêtera et puis il ne faut pas être surpris parce que quand un gouvernement est aux abois et en panne d'idées, ces ajustements ne sont plus ceux qui respectent les normes d'un État démocratique dont nous sommes en alerte. Donc à court terme, c'est déjà la mobilisation de tous nos militants et de rester sur le pied de guerre politique. As the opposition political party prepares for upcoming elections, the CRM is denouncing administrative barriers being used to prevent it from carrying out its activities without interference. Le MRCO est devant pour pouvoir défendre tous ces détenus parce que certains n'ont pas d'avocat et cela exige également la mobilisation des moyens financiers parce que il faut soutenir les avocats dans leur déplacement. Déjà qu'eux, ils ferment leur cabinet, donc exposent leur propre métier à la vulnérabilité en allant défendre les autres. The first vice president also stated that the party must get its weapons ready in order to outsmart its opponents. Dans la page magazine ce soir, c'est l'histoire d'une famille désormais divisée au quartier d'Ikolo à Bonabiri, à Douala, depuis la découverte du corps sans vie de l'un de ses membres, resté injoignable pendant 2 jours. Certains évoquent une possible mort suspecte et réclament les résultats de l'autopsie réalisée, mais ceux-ci restent depuis inaccessibles. Dans un climat de tension, des accusations de complot et des conflits autour de la succession aggravent les divisions familiales. Balafon Télévision ouvre ce feuilleton avec ce grand reportage de Roland Tsapi et Gertrude Fernande Bichoka. Un corps à la morgue depuis 3 mois, des résultats d'autopsie toujours introuvables et une famille déchirée par des tensions autour du drame. À Bonabiri, l'affaire Kolenjo divise les membres de la famille. Le concerné, âgé de 52 ans, a été retrouvé mort le 17 mars dernier dans la douche de sa chambre, le corps nu à même le sol, une sandale aux pieds, la tête reposant juste en dessous du bidet cassé, sur le bord. On a retrouvé son corps dans les toilettes. Pourtant, le samedi, on était ensemble, on a bien bavardé, on s'est bien raconté des choses. Et le dimanche même, je crois, on s'est vu, et étant donné que moi-même j'étais trop souffrant, beaucoup souffrant, il est venu me voir et on a parlé. Moi, je suis rentré dans la chambre pour dormir. Et lundi était le 16. J'avais audience au parquet de Bonassama. Si la position de la dépouille est troublante, le sort de l'autopsie l'est davantage. À la demande d'une partie des proches, l'examen d'autopsie a été pratiqué à la morgue de l'hôpital La Cantini de Douala, où est gardé le corps. Mais ces résultats restent intouchables, du moins selon certains pour qui ils naviguent entre la brigade territoriale de Bonabiri et le parquet sans pouvoir être consultés, y compris par les avocats de la famille. L'autopsie a été demandée. On attend le résultat de l'autopsie afin qu'on sache ce qui s'est passé réellement, ou c'est une mort naturelle, ou c'est une mort causée. Ces résultats sont pourtant attendus pour éclairer les soupçons qui pèsent sur Toto Njo, le frère cadet du défunt. Certains membres de la famille, dont Bébé Njo, l'accusent de s'être imposé dans le domicile du défunt avec sa famille et évoquent un passé marqué par plusieurs drames conjugaux, les décès suspects et successifs de ses épouses. Il y a eu beaucoup de problèmes entre eux, beaucoup de problèmes, et que le défunt lui-même, il n'était pas à l'aise, il lançait des mots. Par exemple, quand vous dites à quelqu'un, je vais vous tuer, ou bien je vais voir comment vous allez partir, vous allez me laisser ici, et vous prenez une chaise, vous frappez sur quelqu'un, vous attendez à quoi? Des accusations rejetées par Toto Njo, qui est soutenu par un autre frère, Edoubé Njo. Selon lui, les conclusions de l'autopsie sont déjà connues et n'impliquent personne.
Il estime que ces accusations visent simplement à l'écarter des questions de succession. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Si l'histoire de Kadhafi ne nous dit rien, nous Africains, ou d'autres histoires que les colons utilisent jusqu'à présent contre nous, Dame du Koundou, elle est déjà notre colon. Elle est déjà une blanche. Elle nous a dit un jour que la manière qu'eux ils réfléchissent là-bas, nous on a encore des nègres des nègres de champ. Donc elle a sa façon à elle de réfléchir. Elle fait tout et tout. Elle a son schéma en jus. L'autopsie est sortie, c'est sorti négatif. Il n'y a rien. Mais il se dit que beaucoup ont été déshérités. Pour quelles raisons? Je n'en sais absolument rien. J'ai plutôt idée qu'il y a quelqu'un dans cette famille qui a le pouvoir de mettre tel ou tel dans la succession et de déshériter qui il veut. Dans ce climat de tension, la question reste entière. Kolenjo est-il mort de manière naturelle ou a-t-il été victime d'un tiers? L'interrogation divise la famille désormais sous haute tension entre accusations, agressions et plaintes. Une affaire que Balafon Télévision suivra de près. Bienvenue dans la deuxième partie du grand plateau consacré au drame de Mabanda, l'équation de la réparation des torts. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Seigneur Barista Achou Emmanuel, avocat au barreau du Cameroun et homme politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, Seigneur Barista, il y a 5 jours, le 24 juin dernier, mercredi, au niveau du carrefour Kotobas à Bonabéry, une semi-remorque transportant un conteneur causait un accident à cet endroit. Bilan, 4 morts. Dites-nous, un accident comme celui-là doit être attribué au fait du hasard ou il engage des responsabilités? Normalement, ce genre d'accident engage des responsabilités. Le Code CIMA a apporté ce qu'on appelle en droit la responsabilité sans tort. Donc, on n'a pas besoin de dire c'est tel qui est fautif pour que la personne soit responsable. Donc, il suffit que la voiture qui est engagée dans cet accident soit assurée. Automatiquement, c'est l'assureur de cette voiture qui va répondre, n'est-ce pas, de tous ces dommages, de toutes ces réparations. Et qui exactement doit établir les responsabilités? Comme je l'ai dit, la première des choses, c'est qu'il faut qu'on sache si cette voiture est assurée, oui ou non. Si c'est assuré, bon, la procédure doit être montée contre l'assureur. Et bon, et si elle n'est pas assurée? Il y a eu mort d'homme, oui. On commence par une enquête parce qu'il faut faire un constat de l'accident. On fait le constat pour établir que, bon, voilà ce qui s'est passé. Le camion est tombé sur des personnes qui les a écrasées. Il a fallu un engin pour soulever ce camion. Bon, on dresse donc le procès verbal et c'est dans ce procès verbal qu'on va identifier le chauffeur du camion, identifier sa police d'assurance, voir si elle est en cours de validité ou non. Maintenant, les victimes, on doit aller à l'hôpital, obtenir le certificat de genre de mort, parfois même l'autopsie, pour que personne ne vienne contester le genre de mort. Pour dire que non, au tribunal, quelqu'un peut dire que non, la personne-là n'est pas morte dans cet accident. Donc, il faut que, médicalement, on établisse que cette personne est morte, n'est-ce pas, de suite de cet accident. Après ça, maintenant, les victimes, la famille des victimes, les ayants droit, pourront saisir, n'est-ce pas, le tribunal en réparation. D'abord, il y a 2 voies. On peut y aller par la voie pénale, c'est-à-dire contre le chauffeur pour homicide involontaire. Et dans ce procès pénal, on peut donc y annexer, n'est-ce pas, les intérêts civils. Bon,
le Code CIMA prévoit que même si vous êtes au tribunal, vous pouvez engager des négociations avec la compagnie d'assurance qui doit prendre en charge l'enterrement, les frais funéraires. Donc, vous pouvez aller au tribunal et demander à l'assureur, n'est-ce pas, de couvrir, puisque l'action civile, dans ce cas, n'est qu'accessoire à l'action pénale. Ou bien, vous pouvez choisir d'assigner le chauffeur du camion, le propriétaire de la voiture et l'assureur devant le tribunal civil en indemnisation. Est-ce qu'on peut dire, comme dans les cas de délit où le procureur se saisit de l'affaire, d'une affaire, est-ce que dans ce cas, une autorité peut se saisir de cette affaire? Bien sûr, c'est un cas de flagrance. Le procureur de la République, je pense qu'il s'est déjà saisi. Il ne peut pas voir ça et laisser. Non. En pratique, quand on voit ce genre de cas, le parquet se saisit du dossier et c'est par la suite que la famille, n'est-ce pas, les ayants droit prennent la tâche du parquet pour continuer la procédure. Et pour les familles des victimes? Et il faut dire que lorsque cela arrive, normalement, on doit garder le chauffeur pour sa propre sécurité, parce que si on ne le garde pas, il peut être lynché par la population. La population. Alors, pour la famille, qui peut être... Les ayants droit. Oui. Ayants droit présomptif. Ayants droit, parce qu'il faut, pour aller au tribunal, il faut faire le jugement d'hérédité. Le père, si la personne a encore ses parents, oui. On n'y va pas avoir d'ascendance. Le père, la mère, s'ils ne sont pas là, maintenant les descendants. Si les descendants ne sont pas là, les collatéraux, les frères et sœurs, cousins et autres. Alors, est-ce qu'une victime peut être tenue pour responsable dans un accident où le fait qu'elle soit morte la disculpe de toute responsabilité? Une victime? Oui, une victime. Responsable pour un accident, comment ça? Ça veut dire, si par exemple, au cours d'une enquête, on se rend compte que l'une des victimes, c'est elle qui est responsable de l'accident. Je vous ai dit que le Code CIMA a instauré ce qu'on appelle la responsabilité sans tort. Donc, on ne cherche pas à attribuer qui a raison et qui a tort. Il suffit de prouver qu'il y avait une voiture impliquée. Cette voiture était assurée et l'assurance, n'est-ce pas? L'assurance qui a couvert cette voiture va couvrir les réparations. Alors, on va un peu parler des mototaxis. Des mototaxis et leurs responsabilités. Parce que là où s'est passé le drame, on sait généralement qu'il y a beaucoup de circulation de ces mototaxis. Les mototaxis se garent en plein milieu de la route et en plein virage aussi. Que fait la mairie d'arrondissement pour mettre de l'ordre? Est-ce qu'il n'y a pas une réglementation qu'il faut suivre? Oui, non, au début, il n'y avait rien, mais je pense que le maire de la ville est en train de s'organiser pour que la mairie et le maire de la ville prennent en charge, n'est-ce pas, les taximens. On a commencé par les demander de faire l'auto-école. On délivre, le maire de la ville fait délivrer des permis de conduire à certains, aux mototaxis. Maintenant, vous avez vu, on les fait porter une sorte de tenue, avec l'obligation d'avoir le casque. Donc, je pense que le maire de la ville s'en occupe. Ce n'est pas assez, mais il fait quand même quelque chose. Alors, est-ce qu'une famille peut poursuivre l'État dans ce cas de figure pour le mauvais état de la route ou pour responsabilité des engins qu'ils valident sur aller et venir sur cette route-là? Bon, si les ayants droit d'une victime veulent poursuivre l'État, la route serait un peu longue. Parce que vous avez une voie plus courte qui est celle de saisir le chauffeur et l'assureur, n'est-ce pas, de la voiture. Pourquoi laisser cela pour aller chercher l'État? Non, mais est-ce que c'est déjà faisable? Je comprends que l'État de la route est certainement responsable de cet accident, puisque j'habite par là, je connais ce creux qui est dans cet endroit. Et normalement, les camions de cette longueur, arrivés à cet endroit, empruntent l'autre voie, la voie qui est mieux aménagée. Accessible. Voilà. Donc, passer par cet endroit-là, c'est vraiment dangereux. La responsabilité de l'État,
Non, c'est long. Je préfère suivre la voie du propriétaire de la voiture et son assureur. C'est faisable, mais c'est une longue procédure. C'est long. D'accord. Alors, est-ce que des avocats peuvent se saisir de cette affaire pour défendre des cas ces victimes? La profession d'avocat est normalement une profession où l'avocat agit lorsqu'il est constitué. Donc, la constitution spontanée est interdite. Et, sauf si, parce qu'il y a des cas où le barreau décide que, par exemple, le cas de viol, le barreau a créé une commission pour dire, OK, pour ce genre de cas, la commission va s'occuper automatiquement, n'est-ce pas, des victimes. Donc, sauf dans ce genre de cas, toute autre constitution anarchique serait assimilable aux constitutions, n'est-ce pas, spontanées. Alors, Seigneur Barista, si on revient dans la loi, dans ce cas de figure, à qui peut-on attribuer le tort? Après toutes les enquêtes menées et tout, à qui? L'état de la route, pour dire vrai, lorsqu'on regarde, si on connaît cet endroit, l'état de la route est responsable, n'est-ce pas, de cet accident. Et parfois aussi, parce que si le chauffeur y va lentement, il ne peut pas faire tonneau comme ça et avec des dégâts. Certainement que ce chauffeur était un peu en allure, parce que s'il va un peu en allure, on peut avoir une situation où le conteneur va quitter le camion pour écraser des gens. Donc, le tort doit être attribuable, n'est-ce pas, au chauffeur, excès de vitesse, et à l'État qui n'a pas réparé, qui n'a pas fait en sorte que la route soit en bon état de circulation. Et qu'est-ce que prévoit dans le code pénal? Quelles sont les sanctions? Les sanctions, vous n'allez pas sanctionner l'État. Non, on va pas sanctionner l'État, mais qu'est-ce qui est prévu? Bon, ce qui est prévu, c'est, vous savez, l'excès de vitesse, c'est déjà une infraction. Je l'ai dit. Ce qu'on va reprocher au chauffeur, c'est l'homicide involontaire. Ça veut dire qu'il a tué des gens sans le vouloir. Voilà, c'est l'homicide involontaire. Et c'est une peine de combien? C'est un délit. Ça ne dépasse pas 10 ans. Alors, et si les responsabilités sont établies, que devrait être la suite? Après avoir mené les enquêtes, après avoir retrouvé le chauffeur, parce qu'il est en fuite depuis là, la suite, c'est quoi? Les familles devraient attendre que... Non, même s'il est en fuite, la société d'assurance n'est pas en fuite. Parce qu'on cherche la personne qui va indemniser, on ne cherche pas le chauffeur. Le chauffeur, c'est seulement la personne, la voie par laquelle on passe pour atteindre la compagnie d'assurance. Donc, si le chauffeur fumait à partir du numéro de la plaque d'immatriculation et du dossier du véhicule, on peut identifier le propriétaire du véhicule et l'assureur. Pour moi, il n'y a aucun problème. Alors, on revient sur la sécurité des semi-remorques. Pourquoi ne pas attacher ces conteneurs? Parce que là, on voit dans les images, ils ne sont pas attachés. Pourquoi? Je ne sais pas à quoi servent les gendarmes routiers qui sont en route là, parce que c'est leur travail. Et c'est eux, lorsqu'on les voit interpeller les semi-remorques, je me dis que c'est l'occasion pour eux, n'est-ce pas, de s'assurer que ces camions remorques sont sécurisés. On voit, ils interpellent les camions qui portent le sable, mais ces camions ne sont pas bâchés, mais on laisse passer le camion parce qu'il a laissé tomber quelques plumes. On laisse passer. Mais vous connaissez la conséquence parce que parfois, lorsque ce camion passe et les gravats tombent, ça casse les pare-brises des voitures et ça peut même causer des dégâts plus importants. Donc, c'est une défaillance, n'est-ce pas, des agents de force du maintien de l'ordre qui sont chargés, n'est-ce pas, de la circulation, qui devraient en principe s'assurer que ce genre de véhicules non sécurisés ne circulent pas. Mais les chauffeurs de camions, eux, ils accusent les patrons de ne pas vouloir
que ces conteneurs soient attachés? Non, attendez, ce n'est pas le patron. Le patron, lorsqu'il donne son camion, Mhm. le camion va au port. Parce que quand il va au port, il n'a pas de conteneur. C'est au port qu'il porte le conteneur. Donc, c'est au moment où on charge qu'on doit sécuriser. Donc, la douane et toutes les personnes qui chargent devraient veiller à ce que ce camion, cette cargaison est sécurisée. Ça veut dire que... Et si ce n'est pas fait, les routiers qui sont en route devraient le faire. Alors, on va sortir certainement par là. Quels sont les conseils pratiques que vous pouvez donner aux victimes en cas d'accident de circulation? En cas d'un accident de circulation, une victime qui est encore vivante, parce que ce n'est pas tout le monde qui meurt, une victime qui est encore vivante devra aller rapidement à l'hôpital, se faire soigner, obtenir un certificat médical. Si vous avez une fracture, il faut vous assurer qu'après le certificat médical, on vous fait un rapport médical et que qu'on vous donne un certificat médical surtout définitif qui définit, n'est-ce pas, le taux d'incapacité temporaire de travail et le taux d'incapacité permanent, IPP et ITT. Donc, le certificat médical doit définir ces deux-là. Et quand on vous donne aussi la description des produits, des produits qu'on vous a, prescrits, voilà, puisque tout ça fait l'objet, n'est-ce pas, des réparations. Maintenant, si c'est... Bon, il y a aussi les examens à faire et tout ça. Il faut garder tous ces papiers parce que ça va faire partie du paquetage, n'est-ce pas, de réparation. Si c'est un cas de décès, là, il faudra suivre au tribunal. On fait le certificat de genre de mort, l'autopsie, tout ce qu'il faut pour transporter le corps pour aller enterrer. Saisir la société d'assurance pour que, parce que le code CIMA fait obligation aux sociétés d'assurance de s'occuper, n'est-ce pas, des funéraires. Donc, vous vous adressez à ces sociétés, elles sont souvent très accueillantes et dans la plupart des cas, elles indemnisent et donnent quelque chose pour les funérailles. Merci. Après ça, il faudra donc saisir le tribunal, soit par une action pénale, soit par une action civile. D'accord. Alors, merci, Seigneur Barrister Achou Emmanuel. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Balafon Télévision. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et homme politique. Depuis 1987, avocat. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Balafon Télévision. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.